Bien, minasan konbanwa, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une masterclass sur un thème un petit peu particulier qui, je pense, va intéresser beaucoup d'entre vous. On est là pour parler d'étudier et de travailler au Japon. Je vais pas être toute seule ce soir puisque j'ai un invité un petit peu spécial. On a beaucoup de chance de l'avoir. Il est en direct du Japon. Il s'est levé exprès pour nous. C'est un Français qui habite, qui travaille au Japon et surtout qui est là pour nous aider, nous, francophones, à pouvoir réaliser ce rêve pour beaucoup d'entre nous, hein, qui est de partir étudier au Japon en école de langue, ou bien aussi de pouvoir continuer en travaillant au Japon. On va parler visa, on va parler projet, vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement avec des petits clap, clap, clap dans le chat. Il s'agit de Robin. Robin, c'est un Bonsoir à konbanwa. tous. Merci Sophie pour m'accueillir aujourd'hui et vraiment content de vous voir tous pour ce live. Merci à tous. Bah ouais, merci à toi surtout. Donc Robin, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui te connaissent pas? Est-ce que tu peux nous parler de Japanese ou Japanice? Je crois qu'on peut prononcer les deux. Ah oui, exactement. En fait, c'est un petit peu le jeu de mots, hein. Japanese, Japanice, Japanese nice. Donc moi, c'est Romain. J'ai 32 ans. Ça fait à peu près 8 ans que je suis au Japon maintenant. Et ça fait 4 ans que je travaille pour Japanice. Et donc, nous, on aide les étrangers, principalement les francophones, à partir s'installer au Japon. Via le visa étudiant et les écoles de japonais parce que le japonais est quand même extrêmement important pour partir s'installer au Japon. Et vous le verrez durant ce live, c'est vraiment une méthode qui vous aide à partir au Japon pour y vivre et vous y installer durablement. Ouais, et c'est vraiment ça justement le cœur de cette soirée. On va parler donc de vivre et travailler au Japon. Tu nous as créé un petit PowerPoint. C'est pas la première fois que tu tiens cette conférence. Tu l'avais déjà faite au Japon justement dans le cadre de la recherche d'emploi au Japon. Donc, merci beaucoup de nous la proposer aujourd'hui pour nous. Et puis surtout, ben, dans le chat, hein, vous n'hésiterez pas à lui poser toutes vos questions. On est là, c'est sous forme d'échange. On est là pour parler de tout ça. Donc, eh ben, c'est parti. Robin, je te laisse la parole. Merci Sophie. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler de vivre et de travailler au Japon. Donc on va parler dans un premier temps de l'objectif de ce live de Japanize, ce que nous faisons, du marché de l'emploi au Japon, de pourquoi apprendre le japonais au Japon, qu'est-ce que le visa étudiant, comment ça se passe au Japon au niveau du coût de la vie, parce que c'est assez différent de la France et de l'Europe en général, vous allez le voir. Et ensuite, nous partirons sur une session de questions-réponses avec Sophie. Euh, donc voilà, pourquoi cela? C'est parce qu'en fait, beaucoup de gens essaient de partir vivre au Japon. Et j'ai beaucoup de demandes, moi de mon côté, de gens qui sont en PVT, qui cherchent un travail et qui sont là, ouais, je cherche un travail, mais je parle pas japonais, comment est-ce que ça se passe? En fait, partir au Japon sans parler japonais, c'est très très compliqué. Durant PVT, vous pouvez faire des petits baitos, des petits jobs à temps partiel pour essayer de, de combler des dépenses, etc. Mais c'est clair que sur le marché du travail, il y a vraiment une grosse compétition pour le moment parce qu'il y a énormément de gens qui veulent venir s'installer au Japon. Du coup, il y a énormément de gens qui cherchent un travail. Et dans ce groupe de gens qui veulent partir au Japon, il y en a beaucoup qui ne parlent pas japonais et tous ces gens-là se ruent sur les mêmes jobs. Du coup, c'est très saturé. Donc, à ce niveau-là, si vous parlez japonais, vous avez quelque chose votre CV qui vous donne énormément d'avantages sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment devenu essentiel maintenant. Et nous, chez Japanize, on vous aide justement à apprendre le japonais au Japon et à solidifier votre CV pour une bonne recherche d'emploi. Alors, voilà, qui sommes-nous, Japanize? Donc, nous sommes un groupe de plusieurs collaborateurs, des Français, des Japonais, et nous avons l'expérience d'avoir travaillé au sein des écoles de japonais, avoir été étudiant dans des écoles de japonais et d'avoir collaboré directement avec l'immigration. Donc, on a du staff un petit peu tous les niveaux, avec des expériences variées, et on vous aide directement en français pour vous aider dans votre projet, parce que c'est vrai, c'est difficile de communiquer avec les écoles, de connaître un petit peu quelles sont les différences entre les écoles qui parlent généralement forcément japonais, mais parfois anglais, mais très 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 rarement, voire pas du tout, en français. Donc nous, on vous aide justement à faire toutes ces démarches-là en français, simplement, et nous sommes entièrement gratuits.
Donc, vu que nous collaborons avec les écoles de japonais et le gouvernement japonais, du coup, nous ne faisons pas payer à nos étudiants quoi que ce soit. Et à ce moment-là, nous pouvons rester gratuits du début à la fin. Et nous vous aidons aussi une fois arrivés sur place. Donc, si vous avez des problèmes pour trouver un baito, pour obtenir un numéro de téléphone, pour ouvrir un compte en banque, pour toutes ces choses-là, on vous aide également sur place. Donc, pas seulement pour les procédures en termes d'intégration à l'école, d'inscription et de demande de visa, mais on vous aide aussi sur place. Et on essaie un maximum d'être disponible pour vous aider en direct, que vous soyez à l'aise, parce que partir au Japon, c'est vraiment quelque chose de conséquent. C'est vraiment quelque chose pour lequel il faut se préparer. Et avoir une assistance, c'est devenu nécessaire parce que c'est vraiment, vraiment costaud pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourra aussi y revenir plus tard. Alors, le marché de l'emploi, c'est un marché au Japon qui est en constante évolution. Depuis le Covid, il y a eu beaucoup de changements, mais il y a eu aussi énormément d'effervescence au niveau du Japon. Il y a beaucoup de gens qui partent au Japon en tant que touristes ou en tant que PVTistes et qui se rendent compte, ah tiens, le Japon, moi j'aimerais bien y vivre. Donc il y a énormément de gens qui aimeraient bien partir au Japon, mais il y en a peu qui parlent japonais. Alors, ceux qui parlent japonais, ils se retrouvent vraiment tout en haut du classement quand il faut trouver un emploi. Et les employeurs valorisent la compétence linguistique énormément parce que sans pouvoir discuter avec vos collègues ou avec votre employeur, c'est vraiment un gros point négatif. Et ça, même si c'est pour un emploi qui ne nécessite pas le japonais. Alors, à l'époque, on pouvait trouver un emploi de vente internationale ou dans l'informatique, ce genre de choses, en ne parlant pas du tout japonais, en parlant principalement anglais. Maintenant, ça devient très compliqué parce que les employeurs ont le choix. En fait, si vous voulez, si maintenant, en tant qu'employeur, vous avez quelqu'un qui parle pas du tout japonais, un autre qui parle peu japonais et quelqu'un qui parle très bien japonais, même si l'employeur n'a pas besoin du japonais, il va prendre celui qui parle bien japonais pour le poste. Tout simplement parce que c'est plus facile pour lui, pour toute l'équipe, pour l'entreprise en général. Et ça démontre aussi la volonté du demandeur d'emploi de vouloir vivre au Japon et ça montre de la consistance au niveau de l'apprentissage, etc. Donc c'est vraiment hyper important. Et beaucoup d'entreprises, pour le moment, s'internationalisent. Donc, le Japon a besoin de beaucoup de talents internationaux et a besoin de talents internationaux qui parlent japonais. Et donc, il y a vraiment une exigence en termes de japonais qui est accrue ces derniers temps. Donc voilà, en quoi le japonais vous apporte un avantage clé, une meilleure communication au travail, plus d'opportunités professionnelles parce que forcément, vous allez pouvoir postuler pour des emplois variés dans tout type d'industrie. Et ça vous donne aussi accès aux entreprises qui sont 100% japonaises. Car si vous ne parlez pas japonais, ben, vous pourrez simplement postuler pour des entreprises qui sont internationales, qui ont un staff qui parle uniquement anglais. Mais comme je l'ai dit au début de cette présentation, c'est très saturé. Il y a vraiment peu d'opportunités à ce niveau-là. Et en plus de ça, forcément, le japonais va vous permettre de vous intégrer au Japon plus facilement, d'avoir une qualité de vie qui est complètement différente. Hein. Si vous parlez pas japonais et que vous êtes au Japon, je vous garantis, après 8 ans d'être ici, que ça peut être compliqué. Bon, moi, je parle japonais, j'ai de la chance, mais je l'ai appris. C'est quelque chose qui prend du temps et c'est quelque chose qui vraiment vous change la vie. Et ça vous permet aussi de créer des liens avec les locaux. Et les étudiants qui sont dans les écoles de japonais au Japon et qui font la démarche de recherche d'emploi atteignent un taux de réussite de plus de 90% dans leur recherche d'emploi. Donc c'est vraiment quelque chose, on ne va pas dire que ça vous garantit à 100%, mais 90% en moyenne sur les écoles de japonais, c'est vraiment quelque chose qui vous aide énormément. Alors, on a une question ici de Onikamen. Vas-y, Sophie. Ouais, justement, je trouvais que sa question était pertinente avec ce que tu disais. Est-ce qu'il y a des domaines en particulier où les employeurs sont plus demandeurs? Peut-être des domaines, où il serait plus facile de trouver un travail que d'autres ou? Alors, oui, les domaines prédominants, c'est en général tout ce qui est IT, donc informatique, tout ce qui est ingénieur à tout niveau, hein, dans tout type d'industrie. Tout ce qui est ingénierie, en général, c'est fort demandé.
mais de plus en plus aussi les compétences multilinguistiques, donc français, anglais, japonais, que ce soit pour être vendeur à l'international, vendeur localement, etc., ou pour du marketing, marketing digital, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup demandé. Euh, Moi, j'ai beaucoup de demandes en général de PVTistes qui sont là pour des jobs un peu plus basiques, on va dire, qui est plutôt restauration, travail manuel, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très peu demandé. En général, ils prennent du staff local qui parle parfaitement japonais. Euh, mais sinon, c'est vrai que pour tout ce qui est poste pour étrangers, en général, il faut utiliser les langues français, anglais, japonais, et c'est plutôt les langues pour ouais, les communications internationales. Justement, quand on parle de parler japonais, en fait, si on peut se donner une échelle, moi je parle en général du JLPT parce que c'est un petit peu international et on a des grandes lignes. Donc JLPT 5 le plus bas, 1 le plus haut. Là, on est à peu près sur quel JLPT quand tu dis parler japonais? Alors, on est plutôt JLPT N3, N2. Alors forcément, plus le niveau est élevé, mieux c'est. Après, il y avait une tendance où les employeurs ne donnent pas du tout accès à l'emploi tant que vous n'avez pas un niveau N2. C'est une tendance qui a beaucoup changé ces derniers temps parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent japonais et qui n'ont pas de certificat JLPT. Et en fait, si tu es capable de démarcher ton employeur par téléphone, par email, et qu'après tu passes un entretien d'embauche et que ça se passe bien en japonais, bah, peu importe le niveau que tu as officiellement, si toi tu es capable de communiquer avec ton employeur, c'est tout ce que l'employeur demande. Donc Oui. au début, c'était vraiment, si tu n'as pas le N2, c'est pas possible. Alors que maintenant, si tu es capable de faire les démarches toi-même et que ça se passe bien, bah, tu peux avoir un poste. Donc en fait, tu veux dire que le certificat du GLPT en lui-même n'est pas obligatoire, c'est plus voilà, comment tu interagis en japonais. Et après, c'est vrai que pour certains visas, notamment dans l'artisanat, je crois que c'est à partir du N4 qui est demandé. Donc on pourra en reparler. Je vois justement qu'on parle des niveaux d'études, etc. On va déjà revenir à ta présentation et puis on se garde d'autres questions au fur et à mesure. Oui, mais c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai aussi beaucoup la question au niveau de mes étudiants qui cherchent du travail et qui me disent, oui, mais je veux absolument atteindre le niveau N2 pour pouvoir Mm. chercher un emploi. Mais en fait, non, Mm. dès que tu es au Japon, tu peux déjà faire ta recherche d'emploi, faire des demandes et essayer de voir ce que tu peux trouver. Et en plus, tu peux même passer des entretiens, même si tu n'auras pas le job au final, c'est toujours une expérience qui est importante pour développer ton japonais encore plus. C'est ce que je recommande aussi au niveau des baito. On parle un petit peu sur un autre sujet, mais travailler au Japon, c'est quelque chose qui te permet de développer énormément Ouais. au niveau du japonais. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Et pas se dire, ah ouais, tant que j'ai pas le N2, je peux pas essayer de partir au Japon, je peux pas essayer de parler japonais Ok. avec un employeur. Il faut vraiment se lancer et pas avoir peur à ce niveau-là. Ouais. C'est Merci rassurant. beaucoup. Merci. Donc voilà, ce que veulent les Japonais, les employeurs japonais, ils veulent des compétences techniques et linguistiques. Donc nous, on a l'avantage de pouvoir parler français, d'apprendre l'anglais facilement. Si en plus on apporte le japonais, on apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Et ce que l'employeur veut aussi, il veut une compréhension de la culture. Donc en fait, le fait d'apprendre le japonais, c'est une chose, mais le fait de venir au Japon via une école de langue, ça démontre aussi à l'employeur que vous avez appris le japonais au Japon, que vous vous êtes adapté au rythme de la vie japonaise et que vous avez justement cette expérience de la vie au Japon qui, pour lui, est un point d'inquiétude où il se dit, ah oui, mais cette personne-là vient de l'étranger, parle japonais très très bien, mais est-ce que la personne va pouvoir s'adapter? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un choc culturel à ce niveau-là? Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et comme je l'ai dit ici, voilà, pour répondre à votre question, le niveau de japonais recommandé, c'est JLPT N3 ou plus. Donc N2, N1, forcément, ça vous ouvre encore plus de portes. Ça vous permet d'envoyer un CV et l'employeur va se dire, ah ouais, voilà, N2, N1. Mais il y a une chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont un N1 au Japon, surtout les étudiants chinois, par exemple, qui Mm. pour eux, l'apprentissage des kanji est beaucoup plus facile. Donc, ils viennent chez l'employeur avec un certificat N1, mais ils ne parlent pas forcément bien japonais Oui. en face à face. Mm. Alors, Il vaut mieux arriver avec un N3 et en fait savoir déjà bien se débrouiller, quitte à faire des petites fautes, mais au moins tu peux interagir en japonais. voilà, il vaut mieux Mm. avoir un N3 qui est très bien développé au niveau oral,
avec moins de compétences au niveau kanji, parce que ce ne sera pas forcément ce qui sera demandé au niveau de votre emploi, mais de pouvoir bien parler, plutôt que d'avoir un N2 ou un N1 full kanji et moins apprentissage oral, quoi. Mmh. Et ce que les employeurs veulent en plus de ça, ils veulent un visa actif au Japon. Parce en dehors de tout ça, il faut faire ce qui est demande de visa, ça prend vraiment énormément de temps. Il faut passer par énormément de procédures. Et si vous avez un visa d'étudiant au Japon, ben, vous pouvez simplement le transférer vers un visa de travail. Et ça, c'est une procédure qui prend quelques semaines, voire un mois. Alors qu'une demande de visa de travail à partir de zéro, ça prend 4-5 mois, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Et c'est une démarche dans laquelle les employeurs n'ont plus envie de se lancer parce qu'ils ont justement cette source d'avoir énormément d'étudiants japonais ici qui sont disponibles, qui ont des compétences et qui sont prêts, quoi. Donc ça veut dire aussi que si je suis, en France ou en Belgique ou autre, je suis pas au Japon, trouver un travail directement depuis mon pays, c'est beaucoup plus compliqué. On va peut-être pas dire impossible, mais en tout cas très compliqué. Alors Ah que oui, si j'étais, voilà, étudiant là-bas, oui, c'est très transformer le visa compliqué. étudiant en travail, ouais, c'est plus facile. Mmh. Oui, c'est très, très compliqué et c'est peu rassurant pour l'employeur. C'est Mmh. peu rassurant pour l'employeur. En fait, j'aime bien aussi quand j'explique à mes étudiants de prendre la démarche inverse en se disant: «Voilà, je suis en France, j'ai un demandeur d'emploi qui parle pas du tout français, oui, qui parle pas du tout français, un qui parle peu français et un qui parle très bien français». Même si le français sera pas important pour le job qu'il va effectuer, c'est clair que celui qui parle très bien français, il a énormément de chance par rapport à celui qui parle pas du tout français. Dans la même démarche, celui qui est déjà en France et celui qui est pas encore en France, bah, celui qui est en France, il a beaucoup plus de chance, quoi. Ouais, Et tout ce qui est en termes de visa, celui qui est déjà en France avec un visa pour lequel on sait qu'on peut changer rapidement vers un visa de travail, bah, ça fait toute la différence pour l'employeur. D'être bien sûr, disponible ouais. directement aussi. Mmh mh. Et je ne sais pas si tu veux répondre, s'il y a l'une des questions dans le chat à laquelle tu veux répondre maintenant ou si, on les garde pour plus tard? Alors, j'ai pas eu le temps de tout voir, donc je pense que le mieux, c'est peut-être de revenir par la suite, OK, dessus, parce que je vais peut-être répondre aussi à certaines questions. ouais, tout à fait. Voilà, donc je vais continuer. Donc voilà ce qui vous manque, un bon niveau de japonais, un visa actif au Japon, une connaissance de la culture et du rythme de la vie, japonaise et une expérience du terrain. Une expérience sur place de comment ça se passe. Comme je l'ai dit, faire des entretiens, même si vous savez que vous allez pas avoir le job, même si c'est pas un job qui vous plaît, ça vous donne une expérience, d'apprendre à comment passer un entretien pour renforcer votre candidature pour le job qui vous intéressera vraiment. Voilà, à ce niveau-là, nous, avec Japanaise, ben, on vous offre une solution. Donc, on vous propose des cours intensifs et adaptés dans des écoles de japonais au Japon, via un visa étudiant qui vous permet de switcher vers un visa de travail facilement. Et c'est aussi un séjour à long terme qui vous donne de l'expérience sur le terrain. Donc voilà, je ne sais pas si tu avais une question ou autre, ou si tu voulais répondre à quoi que ce soit. Sinon, j'enchaîne. Ouais, je pense qu'on peut parler effectivement des écoles de japonais. Je vois qu'il y a des questions par rapport à l'âge du visa, étudiant, tout ça, donc ça va peut-être aller un petit peu dedans. Oui, donc je vais y revenir, après, Mmh. au visa étudiant, donc vu que c'est directement attaché aux écoles de japonais. Donc les écoles de japonais sont des écoles qui sont à peu près partout dans le Japon, hein. Forcément, il n'y en aura pas au milieu de la montagne, mais sinon dans toutes les villes du Japon, il y a des écoles de japonais. Il y en a pour tous les niveaux, que ce soit niveau débutant, N5, jusqu'au N2. Après le N2, ça devient compliqué parce que les écoles sont en fait conçus pour amener l'étudiant à passer du N5 au N2 sur un programme de 2 ans. Donc ce sont des programmes de maximum 2 ans. Donc passer jusqu'au niveau N1 en moins de 2 ans, c'est parfois compliqué. Mais c'est un japonais qui va vous être enseigné en immersion totale par des professeurs japonais. Donc il n'y aura pas d'anglais, il n'y aura pas de français, c'est vraiment tout full en japonais. Donc c'est très compliqué au début pour certains, mais tout le monde est dans le même bain et vous verrez, vous vous adaptez assez facilement et ça vous permet d'apprendre aussi la culture locale. Ça vous prépare au marché de l'emploi parce que les écoles de japonais en sont bien conscientes. Au début, les écoles de japonais étaient très conçues pour la,
comment dire, l'insertion aux universités japonaises, mais elles se sont rendues compte que maintenant, plus de 90% des gens qui intègrent leurs écoles sont là vraiment pour chercher un job au Japon, et c'est vraiment ça qui a fait la différence. Donc les écoles se sont adaptées, donc elles vous aident à trouver un emploi, elles vous aident à vous préparer, et elles ont des connexions avec des entreprises de recrutement, avec du networking, du réseautage, tout ça. C'est quelque chose que les écoles ont développé ces derniers temps. Et elles n'ont pas perdu forcément leur essence même, qui est la préparation aux tests universitaires, que ce soit JLPT et EGU, donc le test de préparation. Voilà. Donc les écoles de japonais fonctionnent sur le système scolaire japonais qui a sa rentrée en avril. Donc nous, c'est en septembre, eux, c'est en avril. Donc la rentrée principale est en avril. Il y a une deuxième rentrée en octobre, et certaines écoles proposent aussi une rentrée en janvier et en juillet. Donc en fait, ce sont des cours qui sont proposés par trimestre. Donc en fait, ce sont des niveaux qui sont découpés par trimestre. À la fin de chaque trimestre, vous passez un test, et si ce test est concluant, vous passez au niveau suivant pour le trimestre suivant. Donc c'est pour ça que c'est découpé en rentrée, mais la rentrée principale est en avril. Donc il faut prendre ça en compte, parce que certaines écoles ne sont pas disponibles tous les trimestres de l'année. Et donc ce sont des cours qui sont donnés 4 heures par jour du lundi au vendredi, soit le matin, soit l'après-midi, ça dépend de votre niveau, ça dépend des disponibilités de l'école, ça malheureusement on ne choisit pas. Et ça va vous permettre de développer toutes les facettes du japonais, que ce soit l'oral, l'écoute, la lecture et l'écriture. Donc vous aurez des cours complets avec des mises en situation, vous aurez l'opportunité de participer à des excursions scolaires et des activités extrascolaires également. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie du programme des écoles de japonais, pour toutes les écoles de japonais, qui est enregistré au bureau de l'immigration. Donc elles sont obligées de vous proposer ça, parce que j'ai beaucoup de demandes aussi qui me disent « Ouais, moi j'ai envie de faire des activités, j'ai envie de faire des voyages, j'ai envie de visiter, etc. » C'est quelque chose qui est obligatoire, parce qu'on est, au niveau des écoles de japonais, on est obligé de vous apprendre le japonais, mais aussi la culture japonaise. Donc c'est quelque chose d'important pour le Japon. Et donc, voilà, donc 15 semaines par trimestre, 300 heures par trimestre. Et ce sont des écoles qui, au niveau des frais de scolarité, varient entre 600 000 yens et 1 million de yens, plus ou moins. Donc, au taux de change actuel, ça fait entre 3 500 et 5 800 yens, euros, pardon, pour un an de cours. Voilà. Alors, pour intégrer une école de japonais, au Japon, il faut absolument un visa d'étudiant, parce que sans visa étudiant, vous pouvez rester au Japon que pour 90 jours au maximum. Donc, via le visa étudiant, vous pouvez rester entre 6 mois et 2 ans. Donc, c'est une demande de visa qui se fait pour 1 an et qui est soit prolongée, soit raccourcie en fonction du programme que vous rejoignez. Et donc, c'est un visa qui est facilement transférable, comme je l'ai dit, en visa de travail. Donc, ça vous apporte énormément dans votre recherche d'emploi. Et ça vous permet de travailler aussi à temps partiel pour combler vos dépenses sur place. C'est un visa qui est sponsorisé par l'école, donc c'est l'école qui se porte garante au niveau de votre visa. Et c'est un visa qui, nous, du côté de Japanize, qui est garanti à 100%. On a eu un taux de réussite de 100% pour tous nos visas jusqu'à présent, en 4 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, on travaille directement avec les écoles et avec le bureau de l'immigration. On comprend très bien les prérequis à ce niveau-là, et on vous dit directement, voilà, si vous ne remplissez pas ces conditions-là, c'est pas possible, l'école ne vous sponsorisera pas, et les écoles aussi sont autorisées à vous sponsoriser au niveau du visa étudiant, parce qu'elles ont un taux de réussite élevé. Si l'école perd son taux de réussite, et je parle plus de 90%, si elle chute au-dessus de ces 90%, elle va perdre cette autorisation de vous sponsoriser et perdre l'entièreté de son business, parce que ce sont quand même des entreprises qui ont des employés, qui ont des bâtiments à payer, donc il faut qu'elles garantissent ça à leur niveau. Et donc nous, en collaboration avec l'école, on s'assure que vos documents sont tous complets, propres, pour le bureau de l'immigration, et grâce à ça, on peut vous garantir tous à avoir un visa étudiant dans le cas où vous complétez les conditions requises pour le visa étudiant.
Et Voilà, c'est un justement, visa oui, désolé, vas-y. pardon, est-ce qu'on peut justement en parler un petit peu de ce visa étudiant? Je vois qu'il y a des questions dans le chat et je pense que ça peut être super Bien sûr. intéressant que tu nous expliques, qu'est-ce qui ferait qu'on ne peut pas avoir un visa étudiant? Là où tu dis quand tu vois le dossier, tu te dis: «Ah non, ça je sais que ça va pas passer». Il y aurait quoi par exemple? Alors, en tant que Français, en tant qu'Européens, on a la grande chance de faire partie des pays de l'OCDE. Donc ce sont des pays qui ont, des accords avec le Japon, qui fait qu'en termes de visa, on a, des procédures qui sont facilitées. Donc, on n'a vraiment pas grand-chose pour lesquelles il faut avoir des conditions prérequises. Il faut avoir, en général, 18 ans, avoir, 12 ans d'études complétées, au Donc niveau en gros, de c'est le bac, c'est l'équivalent voilà, bac, hein? en gros, c'est l'équivalent bac et il faut avoir, 2 000 000 de ou plus en économie avec un garant financier. Donc le garant financier, ça peut être soi-même. Si on a les économies soi-même et qu'on a un emploi, il faut avoir, 2 000 000 de en tant que prérequis et il faut avoir un job qui te permet de conserver ces économies, parce que si, par exemple, tu as les 2 000 000 maintenant à l'instant T, mais par exemple là, heu, les documents Je pour, je la suis en rentrée train de d'avril, regarder combien ça fait 2 millions. ça fait Ça fait environ dans 12 les 000 douze 12 000, mille plus ou moins, oui. Le 12 taux 000 de euros. change, varie au fonction de l'année, donc il faut Oui. vraiment regarder à ce niveau-là. Mais à partir du moment où vous avez 2 000 000 de et que vous avez un job qui dit: «Voilà, on est au mois d'octobre, mais moi quand je viens en avril, ben, j'ai un job jusqu'à avril qui me permet de conserver ces économies», bah, le bureau de Mmh. migration va dire: «Bah, écoute, d'accord, tu as une nationalité française, tu as les économies qu'il faut, tu as un job qui te permet de conserver les économies et tu as un niveau d'éducation qui te permettra de, trouver un job et d'intégrer les écoles de japonais au Japon. Donc si tu remplis ces conditions-là, heu, c'est bon. Après, il y a des choses qui font varier, les demandes de certains, parce que si tu fais la demande toi-même, que tu as les économies toi-même, bah, c'est très simple. Mais si, par exemple, tu as pas les économies et que tu demandes que ce soit ton oncle, que tu demandes que ce soit un grand-parent ou quelque chose comme ça, il Un faut garant apporter beaucoup plus de externe. documents. Ouais. À ce moment-là, ça devient un peu plus compliqué. Après, je dis, il faut avoir 2 000 000 d'yens, mais si tu as 2 500 000 ou si tu as 3 millions, c'est encore mieux. Mais si tu as 2 Mmh. millions et que c'est un peu limite ou qu'au niveau des revenus, voilà, tu as 2 millions, mais tu travailles pas, mais tu as quelqu'un qui peut t'aider, c'est des cas qui peuvent passer, mais c'est un peu plus délicat. Et nous, on peut Mmh. juger du coup à ce niveau-là, si c'est possible ou si c'est pas possible. On a des demandeurs, qui veulent étudier au Japon, qui ont 17 ans, qui ont 16 ans, qui n'ont pas encore leur bac, ils peuvent quand même venir à ce Mmh. niveau-là sans avoir leur bac, mais à l'issue de leur programme de japonais, ils vont devoir retourner en France, sauf s'ils ont terminé leur bac entre-temps. Tu vois, c'est un peu compliqué, c'est un peu du Mmh. cas par cas. C'est pour ça que nous, on est là pour assister, non seulement l'étudiant, mais l'école. Parce que l'école, Ouais. elle, est pas forcément au courant de tous les systèmes scolaires, de tous les pays. On a des demandes aussi au niveau des écoles qui nous disent: «Ouais, mais sur ce compte en banque-là, il y a tel type de compte en banque, mais on ne sait pas si c'est de l'argent qui est directement disponible». Du coup, le bureau de Mmh. l'immigration va se dire: «Ah mais non, c'est pas possible parce que c'est de l'argent qui est pas disponible, donc ça rentre pas en compte, pour un garant financier». Donc c'est tout ce qu'on fait, voilà, chez Japanize pour aider l'école et l'étudiant pour avoir une candidature solide au niveau du bureau de Mmh. l'immigration. Et pour que Voilà, ce c'est soit pour le plus clair possible de chaque côté. Et là, voilà. tu parles justement des différents types de comptes. On parlait des Français parce qu'on est français, mais est-ce que vous aidez aussi les Belges, les Suisses, les Canadiens Oui, ou bien les autres sûr. Donc nationalités francophones? Ouais. voilà, donc on aide, tous les francophones de manière générale, mais pas seulement. On a aussi des étudiants américains, on a des étudiants, d'Amérique du Sud, on a des étudiants d'un peu partout. Donc on est D'accord. vraiment là pour aider, les étudiants. C'est vraiment l'objectif de Japanace et il y a quelque chose qu'il faut bien, prendre en compte, c'est que si vous avez la nationalité dans des pays de l'OCDE, c'est comme ça que ça se passe. Si vous êtes en Mmh. dehors des pays de l'OCDE, je pense à ça parce qu'on a aussi des étudiants, d'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, qui eux ne font Ouais. pas partie des pays de l'OCDE et dans ce cas-là, c'est quand même possible via nous de faire une demande, de visa étudiant et c'est beaucoup plus compliqué. À ce moment-là, il faut apporter beaucoup plus de documentation. Par Mmh. exemple, pour la demande de visa étudiant pour un pays de l'OCDE, un certificat, de relevé bancaire signé par la banque, tamponné par la banque, suffit
alors que pour un pays non OCDE, il faut en général fournir un historique, parfois sur 3 ans, de, Ah de ouais. relevé de compte bancaire pour montrer, voilà, j'ai pas juste emprunté 12 ou 15 000 euros pour mettre sur le compte, pour avoir le relevé de Ouais. compte bancaire et juste parce que c'est ce qui est arrivé Mmh. dans d'autres pays en dehors de l'OCDE. Donc le Japon a dit, voilà, tout ce qui n'est pas OCDE, on ne fait pas OK. confiance. Donc il y a Et voilà, effectivement des spécificités en fonction de sa nationalité, en fonction de plein de choses. voilà. Mmh. Et, Euh, et juste pour revenir au visa étudiant lui-même, une question qui est revenue, c'est est-ce qu'il y a une limite d'âge pour le visa étudiant? Tu parlais des mineurs, mais est-ce qu'il y a aussi un maximum? alors Est-ce que oui tu et es trop non. vieux pour être étudiant? Alors oui et non. Oui et non. Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, avoir un visa étudiant, c'est en général réservé aux personnes, plus jeunes, mais pas seulement. Alors, il y a des programmes qui sont, destinés, aux étudiants qui veulent rejoindre les universités japonaises. À ce moment-là, si vous avez 40, 50 ans, c'est pas possible parce qu'on va vous dire: «Mais qu'est-ce que tu vas faire au Japon, pour étudier dans une école de japonais?» Après, si tu rejoins un visa étudiant pour le plaisir, je veux dire, tu veux vivre au Japon, tu veux faire l'expérience, tu veux apprendre le japonais, ça, c'est tout à fait possible et pour une recherche d'emploi, c'est possible également, en fonction de l'âge, évidemment. Si tu fais une demande de visa étudiant à 50 ans en disant que tu veux chercher, du travail au Japon, mais que tu parles pas japonais, ça devient compliqué. Mmh. Justement, on a Jean-Jacques, un de nos élèves, qui dit, quel âge pour travailler au Japon? Est-ce qu'à 50 ans, on est trop vieux pour trouver du travail? Ben, écoutez, moi, je pars du principe que tout est possible parce que j'ai eu des galères et j'ai vu des galères et je pense qu'avec, de l'envie et de la détermination, tout est possible. Mais, pour reprendre un exemple que j'ai pris, au début de ce live, s'il y a un Japonais qui a 50 ans, qui vient au Japon qui vient en France et qui cherche un emploi, c'est compliqué. À moins qu'il Mmh. vienne avec un bon bagage, avec des expériences et avec quelque chose qui permet, au Japon de se développer, à l'entreprise japonaise de se développer. Voilà. Mmh. Donc si vous venez avec un CV intéressant, oui. Si vous Ouais. venez avec un CV qui est pas du tout en accord avec, le marché de l'emploi ou le job pour lequel vous postulez, ça sera compliqué, ouais. Mmh. Bah, c'est ce qu'on a vu. Je donne juste un petit exemple, mais un de nos élèves, Jean-Sébastien, qui avait, je crois, 45 ans à peu près quand il est, parti, il a décroché son emploi au Japon parce qu'il a apporté l'artisanat. Il est menuisier, Mmh mh. il était menuisier en France, il a apporté cette technique-là au Japon qui était très recherchée et donc il a trouvé du Mmh. travail. Voilà, parce qu'il a su se démarquer. Mmh. Voilà, c'est vraiment ça tout l'intérêt. Tu me demandais au début, tu me disais: «Ouais, mais quel type d'emploi, est vraiment demandeur?» et cetera. C'est vraiment là la clé, c'est il faut apporter quelque chose. C'est Mmh. logique au final, hein, mais si tu viens et que tu dis: «Ouais, moi je veux juste un job, peu importe lequel», bah, l'employeur il va se dire: «Mais pourquoi toi? Moi j'ai des gens motivés, j'ai des gens qualifiés». Non, moi je veux vraiment quelqu'un qui m'apporte quelque chose. Donc c'est là, que ce soit au Japon ou n'importe où d'autre, il faut vraiment se former et il faut vraiment se dire: «Voilà, qu'est-ce que je peux apporter à l'employeur?» Mmh. Et pour ça, il faut vraiment avoir, un bon niveau de japonais pour pouvoir, correspondre, oui. Je prends juste une ou 2 questions vu qu'on est dans le visa étudiant, si ça te va. Tu Oui. parlais du niveau requis, le bac, 12 ans d'études. Quelqu'un qui n'aurait pas le bac, qui est adulte, mais qui n'a pas validé son bac, est-ce que c'est possible ou pas? Alors pour, le visa étudiant, oui, c'est possible. Là où ça coince, c'est l'après visa étudiant. Donc l'après visa étudiant, certains employeurs vont pas accepter, le bureau de l'immigration pour certains types de visas, ne va pas accepter. Parce qu'il y a des visas pour lesquels, si vous n'avez pas des visas de travail pour lesquels si, vous n'avez pas, un diplôme universitaire, bac+3, pas besoin d'aller plus haut. Si vous n'avez pas un bac+3 ou une licence, c'est pas possible, pour certains types de visas, de travail. Après Mmh. pour d'autres visas de travail, c'est possible, mais c'est clair que si vous n'avez pas le bac, ça vous met un peu une épine dans le pied. Mais pour le visa étudiant, c'est possible. C'est juste qu'à l'issue du visa d'étudiant, on va vous dire: «Bah, écoutez, malheureusement, ce ne sera pas possible pour, tel ou tel type d'emploi». Mmh. OK. Voilà, Je vois qu'effectivement le le message est bien passé, ils ont compris. C'est OK. Qu'est-ce que je peux apporter? Bah, c'est ça en fait, comment je me démarque, hein, tout simplement. voilà. OK. Et puis je prends une dernière question vu que c'est sur le thème visa étudiant. Onikamen qui demande pour passer d'un visa étudiant à un visa de travail, est-ce qu'il est possible de rester sur le territoire ou est-ce qu'il est obligatoire de retourner en France, puis de repartir au Japon?
Alors oui, il est tout à fait possible de rester sur le territoire, c'est d'ailleurs, la norme, parce qu'en fait, quand vous faites une demande de visa de travail, en fait, vous faites pas une demande de visa de travail, vous faites une demande de changement de statut. Et en fait, pour tous Mmh. les changements de statut au Japon ou, pour toutes les extensions de visa, une fois que vous avez fait la demande, vous avez le droit de rester sur le territoire jusqu'à ce que les résultats arrivent. Donc, admettons que votre visa est expiré, expire par exemple maintenant ici, fin octobre, que vous faites, votre demande de changement de visa de travail, bah, si ça prend 2 mois à partir d'ici, vous pouvez rester au Japon sur le même statut que vous avez, au départ. D'accord. Voilà, donc vous avez pas besoin de quitter le Japon. Après, si vous êtes en PVT, j'ai pas beaucoup parlé du PVT. Si vous êtes en PVT, vous voulez switcher vers un visa d'étudiant ou vers un visa de travail, il va falloir recommencer à 0 et sortir du Japon. Il est possible dans certains cas, c'est assez particulier, nous on recommande, pas ça, les écoles de japonais non plus d'ailleurs, de passer d'un PVT vers un visa de travail ou vers un visa d'étudiant, mais c'est une démarche qui normalement se fait via, comme je l'ai mis ici, dans le slide, ça se fait via un certificat d'éligibilité. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la demande de visa. Donc on ne fait pas une demande de visa d'étudiant au départ. Pareil pour le visa de travail, sauf si vous venez d'un visa étudiant vers un visa de travail, mais on fait une demande de certificat d'éligibilité. Donc comme son nom l'indique, c'est un certificat qui va déterminer si vous êtes éligible ou non pour un visa d'étudiant ou un visa de travail. Donc en fonction de vos économies, en fonction de votre passé, en fonction du programme pour lequel vous voulez vous présenter, et cetera. Donc c'est une demande qui prend 3-4 mois, donc c'est pour ça qu'il faut se préparer, en général 5-6 mois à l'avance, et nous contacter ici chez Japanice assez longtemps à l'avance pour vraiment être sûr, de préparer tout correctement et de rentrer dans les délais. Pour vous donner un ordre d'idée, je donnerai un exemple après. Pour, la rentrée d'avril, les documents doivent être rentrés maintenant, mais les inscriptions sont déjà clôturées depuis, voire fin septembre, en fonction de l'école. Donc c'est vraiment une démarche qui prend beaucoup de temps à cause de ce certificat d'éligibilité. Et justement, est-ce que tu peux préciser, donc ce certificat d'éligibilité, pardon, c'est le certificat fourni par l'école avant de contacter l'immigration? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le certificat d'éligibilité, c'est un certificat pour lequel, l'étudiant fait la demande via l'école. Donc en fait, l'étudiant, via nos services, prépare tout un dossier, on constitue un dossier et en collaboration avec l'école qui, elle, collabore directement avec le bureau de l'immigration, qui a ses propres relations avec, le bureau de l'immigration. Et donc l'école va déposer le dossier au bureau de l'immigration à une date fixe. Donc voilà, maintenant ici, fin octobre pour la rentrée d'avril, donc ça fait quand même, 6 mois à l'avance. Les Mmh. résultats viendront, vers fin février, donc ça prend beaucoup de temps, c'est un long procédé parce qu'il y a énormément de dossiers, il y a énormément de choses à vérifier, il y a énormément d'écoles, il y a énormément de demandes. Et donc fin, février, le bureau de l'immigration va émettre à l'école les résultats pour tous les dossiers qui ont été rentrés, durant cette période-ci. Et du coup, l'école va vous donner, le certificat d'éligibilité qui est en votre nom, via l'école. Et c'est un peu avancé dans le sujet, mais à ce moment-là, l'école vous demande de payer les frais de scolarité et en échange, vous envoie, votre certificat d'éligibilité avec lequel vous allez à l'ambassade ou au consulat du Japon près de chez vous et vous faites votre demande de visa. Voilà, c'est à ce moment-là Mmh. que se fait la demande de visa. Mais sans, ce certificat d'éligibilité, la demande de visa n'est pas possible. Ouais, Voilà. c'est un peu le saint graal, quoi. Voilà Après et avoir galéré à remplir, toute la paperasse. voilà, c'est vraiment le et c'est une démarche, pour laquelle, je l'ai dit, plus tôt, pour laquelle les employeurs au Japon, ne veulent pas, faire, quoi. C'est vraiment ça prend Ouais. énormément de temps, c'est compliqué et on n'est jamais sûr, quoi. Alors Mmh. qu'une fois que vous avez le certificat d'éligibilité, votre visa d'étudiant ou visa de travail, il est garanti à 100. C'est juste une démarche, au niveau du passeport et cetera et ce qui veut dire qu'une fois que vous êtes au Japon avec le visa étudiant, ben, vous avez plus à faire cette démarche et vous avez plus besoin de prouver votre éligibilité. C'est Mmh. un certificat qui a un usage unique, mais une fois que vous avez le visa étudiant, ben, vous avez cette garantie de pouvoir passer directement vers un autre type de visa. Voilà. OK. Merci. Donc voilà, comme je le disais, les étapes, voilà, 5-6 mois avant la rentrée, on le voit ici, hein, il faut vraiment déjà préparer le dossier avec l'école et avec Japanize. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de demandes et les écoles se remplissent beaucoup, beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc avant ça, on pouvait faire, 4-5 mois. Maintenant 5-6 mois, voire même avant,
les places sont déjà prises, surtout dans les écoles les plus demandées. Alors nous, chez Japanace, bon, j'en ai pas beaucoup parlé, mais on travaille vraiment avec des écoles sélectionnées. Donc on peut vous inscrire dans n'importe quelle école de votre choix au Japon. Mais on travaille forcément avec des écoles sélectionnées pour leur qualité de cours, pour le fait d'avoir un accompagnement au niveau de la recherche d'emploi, un accompagnement sur place pour vous aider à obtenir un numéro de téléphone, ouvrir un compte en banque. En général, les écoles ont aussi des logements. Donc tout ça, c'est toutes des questions qui nous arrivent parce que c'est quelque chose quand même d'assez compliqué quand on ne connaît pas. Donc nous, on travaille vraiment avec ces écoles-là parce qu'elles ont un package complet. Elles ont du staff qui parle anglais sur place. Donc si vous avez vraiment un problème au niveau de votre appartement, ce genre de choses, elles peuvent communiquer directement avec vous. Ça vous facilite vraiment la chose parce que c'est vraiment compliqué. Donc voilà, c'est vraiment une démarche pour laquelle comment dire, il faut s'y prendre assez longtemps à l'avance. C'est pas quelque chose qui se dit ah ouais voilà peut-être que je partirai le mois prochain ou il y a une rentrée en janvier, j'irai peut-être en janvier. Non voilà, pour maintenant pour avril tout est clôturé de toute façon, c'est terminé. Les inscriptions pour la rentrée de juillet sont ouvertes pour le moment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place et ensuite voilà, ça se clôture et puis ça passe à octobre, puis ça se clôture. Voilà, c'est comme ça Donc que là, ça se juste pour se déroule. donner une idée, si jamais vous nous regardez en replay, vous êtes dans le futur, là, on est fin octobre. Donc, on se dit qu'effectivement, 6 mois à l'avance, en fait, ça commence déjà à être terminé, 5-6 mois à l'avance. Et voilà, le plus tôt est le mieux, en fait. S'y prendre le plus tôt possible, c'est toujours le mieux. Voilà. Alors, tu me demandais aussi au niveau des prérequis pour le visa étudiant, et j'en ai pas beaucoup parlé, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, et c'est quelque chose que les écoles nous demandent aussi à partir de la rentrée d'avril 2026, donc les dossiers que nous sommes en train de préparer pour le moment, il est, il est nécessaire de fournir un certificat JLPT N5 ou 150 heures de japonais, Ouais. d'études de japonais. Donc, c'est à ce niveau-là super important pour nous de t'avoir, toi, Sophie, de pouvoir nous aider Oui. à ce niveau-là pour nos étudiants. Parce Car que nous, c'est sans. un certificat, effectivement. Nous, on délivre ce certificat, donc de 150 heures. On a déjà plein d'élèves qui sont partis en école de langue, à qui on a fait le joli petit certificat. Et bien sûr, on forme au JLPT5 avec la formation Objectif Japon. Donc là-dessus, nos élèves, ils sont entre de bonnes mains. Et à l'inverse, quand il y a des gens qui arrivent chez vous, qui toquent à la porte en disant « Bonjour, j'aimerais beaucoup étudier au Japon, j'ai pas du tout de base », ça peut aussi être intéressant à l'inverse, de pouvoir les aiguiller chez nous. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est un nouveau prérequis qui, en fait, était Mmh. réservé aux pays qui font pas partie de l'OCDE à partir d'avril 2026. Donc, les dossiers qui sont déjà en cours pour le moment, c'est obligatoire pour tout le monde parce qu'il y a énormément de demandes. Donc, le japonais veut sélectionner un peu plus ceux qui ont vraiment la motivation de venir étudier sur place et qui ont vraiment la motivation de s'intégrer au Japon. Voilà, donc c'est quelque chose qui, au niveau de Japanice, on a des très bonnes relations avec les écoles, avec le bureau de l'immigration, et on peut aussi vous aider à ce niveau-là, si vous ne l'avez pas, mais si vous avez l'intention d'apprendre le japonais. Donc si par exemple, vous apprenez chez Sophie, mais que vous n'avez pas encore accompli ces 150 heures, et que vous n'avez pas encore le JLPT N5, parce que par exemple, ici, pour le JLPT N5, c'est 2 fois par an, les tests JLPT en général, c'est 2 fois par an, c'est en L'examen, décembre, c'est ouais, en c'est ça. juillet, mais il fallait déjà s'inscrire en septembre pour décembre. Donc, si vous passez en décembre, vous attendez les résultats qui arrivent en février pour En vous février, inscrire, ouais. non, Ça ça te ça prend décale. un an. Non, c'est pas Ouais. possible. Donc nous, c'est quelque chose qui, à ce niveau-là, on peut vous aider. On a des bonnes relations, on peut fournir des documents aux écoles et au bureau de l'immigration pour vous aider. Mais il faut que de votre côté, vous appreniez quand même le japonais et que au moment de la rentrée, vous ayez quand même 150 heures ou un équivalent N5. Voilà. Ouais. Ok. Hop. Donc voilà, je reviens à notre présentation. Donc les conditions nécessaires, comme je l'ai dit, donc c'est des capacités de financement pour votre projet, donc environ 2 millions d'yens, donc environ 12 000 € à l'heure actuelle. Plus vous avez, mieux c'est pour votre candidature, parce que certaines écoles disent ah non, nous, avec les relations qu'on a avec le bureau de l'immigration, on veut qu'on ait 2,5 millions. Donc voilà, c'est quelque chose qui, c'est pas une règle générale,
ce sont des conditions minimum, mais pas que. Donc il faut vraiment voir au cas par cas, parce que ça ne dépend pas que de votre profil, mais ça dépend aussi de l'école et de la conjoncture au Japon, parce que, comme vous l'avez vu, le gouvernement japonais a ajouté comment dire, ces conditions-là au niveau du niveau japonais. Ça change un petit peu tout le temps, donc il faut vraiment se mettre à jour, et d'où l'importance de venir vers nous, qui avons justement cette expérience, qui étions directement en contact avec les écoles de japonais, et qui étions directement au courant de tout ce qui se passe ici sur place au Japon. Donc voilà. Après, il faut avoir un objectif défini, que ce soit pour un programme qui vise l'emploi ou un programme qui vise l'université au Japon. Donc ça aussi, il y a des écoles toutes les écoles n'ont pas des programmes qui vous permettent de trouver un emploi. Donc certaines écoles ne vont pas vous permettre d'obtenir un visa étudiant. Si par exemple vous avez 40 ans, que vous cherchez un emploi, bah, une école qui est destinée aux universités japonaises ne vont pas pouvoir ouvrir leurs portes au niveau du visa étudiant. Donc ça, ce sont aussi des choses que nous pouvons vous expliquer chez Japanice. Et voilà, les situations personnelles et des écoles vous amènent à certaines conditions, JLPT N5, 12 ans de parcours scolaire ou un diplôme universitaire, mais pas que. Ça veut dire, si vous n'avez pas ces conditions-là, vous pouvez quand même prétendre un visa étudiant dans certaines autres conditions. Voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions en particulier à ce niveau-là, parce que c'est quand même assez... on a Ouais. déjà Bah, répondu. du coup, si j'ai bien compris ce que tu disais avec les objectifs définis et ben, sa situation personnelle, effectivement, entre un jeune de 18 ans qui a pour but d'aller continuer ses études au Japon, puis de trouver un travail, et quelqu'un de 40-50 ans qui n'a pas forcément envie d'étudier à l'université au Japon, mais qui veut juste faire l'expérience de travail au Japon, vous allez probablement pas les envoyer dans les mêmes écoles. C'est pas du tout les mêmes besoins. Donc vous êtes là aussi pour aiguiller la personne vers la meilleure école pour elle. Voilà, ce ne sont pas du tout les mêmes écoles, et certaines écoles proposent les deux programmes, mais forcément, elles seront spécialisées plus dans un sens que dans l'autre. Donc Mm. nous, on est justement à ce niveau-là, on n'est pas seulement là pour faire les démarches, pour vous assister, etc. On est là aussi pour savoir ce que proposent les écoles, quelles sont les différences entre les écoles, pourquoi est-ce elles conviennent à votre profil ou non. Mais au final, c'est quand même vous qui décidez, c'est vous qui choisissez l'école dans laquelle vous vous inscrivez. Nous, on est juste là pour vous recommander des écoles et pour vous conseiller. Mm. Et si on veut faire l'expérience de juste étudier, mais ensuite de rentrer chez nous, voilà, on a étudié au Japon, on a progressé en japonais, mais on ne peut pas travailler, ça, bien sûr, c'est possible. Bien sûr, Ouais. à 100%, oui. C'est la condition la plus simple, au final, c'est de venir au Japon en se disant: «Voilà, moi, de toute façon, je rentre après», et là, c'est Mm. encore plus simple, quoi. Oui. Ouais. Et la somme de 2 millions d'yens, est-ce que ça prend en compte donc les frais scolaires, les frais de l'école, ou bien aussi le coût de la vie, etc. Oui, voilà, c'est pour couvrir 1 an de vie au Japon. On va y venir juste après avec les coûts de la vie au Japon, mais ça OK. prend ensemble, oui, les frais de scolarité plus le coût de la vie pour 1 an au Japon. OK. Bah, je pense on peut justement aller voir ça. Si tu as Donc des voilà, chiffres à ici nous montrer, parfait. Voilà, donc ici, c'est une étude qui a été faite par JASO. Donc JASO, c'est un organisme du gouvernement japonais qui est là pour évaluer en fait tout ce qui est au niveau éducationnel, etc. Et donc pour le coût de la vie estudiantine, donc on prend un coût de la vie pour un étudiant, hein, donc il ne faut pas vivre non plus en se disant voilà, je vais voyager tous les week-ends, aller partout dans le Japon, je vais manger tous les soirs dehors. Donc c'est vraiment une vie estudiantine, mais la moyenne nationale, elle est d'environ 105 000 yens par mois pour vivre, et elle est un peu plus élevée forcément à Tokyo parce que le coût de la vie à Tokyo est un peu plus élevé. Euh, mais voilà, avec 600 euros minimum, et Tokyo un peu plus, 750 euros, 800 euros par mois, vous pouvez vivre. Donc ça peut vous donner un petit peu une idée de comment vous préparer euh, pour votre programme de vie au Japon. Et voilà, et c'est ça qui vous donne un petit peu l'idée que si vous faites 105 000 yens x 12, vous avez environ 1 200 000 yens, et les frais de scolarité des écoles sont environ 800 000 yens. Donc voilà, Mmh. ça fait 2 millions au total. Voilà, Mmh. c'est des chiffres que le bureau de l'immigration
espèrent au niveau du garant financier. Pourquoi? Parce que c'est une étude qui est faite au Japon, euh, et c'est une étude qui représente le coût de la vie au Japon. Donc, le bureau de l'immigration veut s'assurer que vous avez les ressources à ce niveau-là, que vous n'allez pas arriver au Japon et être dans la difficulté et potentiellement causer des problèmes aussi au Japon si vous n'avez pas les moyens de payer votre logement, ce genre de choses. Voilà. Et donc ça inclut le coût du logement moyen pour un étudiant? Voilà, ça inclut le coût du logement. Donc voilà ici une découpe un peu plus détaillée. Donc c'est pour la moyenne générale au Japon. Donc ça prend pas Tokyo et ça prend tout type de logement, que ce soit des share house, que ce soit des dortoirs d'école. Donc voilà, la moyenne est de 41 000 yens pour les logements pour une année. L'alimentation aussi représente une grosse partie des coûts. Et puis après, forcément, les coûts annexes, mais fixes, eau, gaz, électricité, Internet, forfait téléphone, etc. Donc voilà, c'est à peu près comment ça se déroule. C'est ça. Donc là, c'est bien 600 € pour le coût de la vie global, incluant tout ce qu'il y a dans le petit Ah, camembert. pardon, c'est mensuel, hein. C'est mensuel, donc Oui, c'est oui, pour mensuel, un oui, an. bien sûr. Oui, oui. Mais oui, Bien oui, sûr, par mois, oui. oui, en fait, si c'est pas ouais, c'est pas 600 €, c'est 105 000 yens. C'est très peu pour beaucoup, mais c'est dans l'optique où il faut se dire: «Moi, je prends un logement qui correspond à mon budget», donc dortoir d'école, share house, appartement privé, ça coûte un peu plus cher. Un appartement privé, vous allez plus haut, à 60 000 yens, c'est 70 000 yens, Oui. Ben, moi forcément. qui étais partie 6 mois en école de langue avec mon mari, moi 600 €, c'était juste le logement, mais parce qu'on était 2. Donc en fait, c'est à peu près le double. Tu vois, nous, on avait 90 000 Mmh. yens de logement. Là, tu es à 41 000 yens en moyenne pour une personne, c'est pas déconnant. Voilà, et après, il faut se dire, voilà, si tu veux un appartement privé, forcément, ça va coûter plus cher. Si tu prends Bien un sûr. appartement privé à Tokyo, c'est encore plus cher. Donc, c'est vraiment quelque chose, pour lequel il faut faire attention à ce niveau-là. Donc ce sont des données, du gouvernement japonais, mais ça reflète pas toujours le mode de vie dans lequel vous allez vivre. Mais c'est aussi un mode de vie où vous dites: «Je cuisine à la maison, je sors pas tous les jours, je fais pas des voyages tout le temps». Donc c'est une vie estudiantine. Hem, Pareil, si vous habitez à Paris et que vous êtes étudiant, aller manger tous les soirs, dehors, ça va vous coûter très, très, très cher. Si vous voulez un logement un peu mieux placé et cetera, forcément, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Mais voilà, au Japon, c'est possible dans une mesure, quand même assez, je perds mon français, mais voilà, c'est C'est possible. ça, en fait, c'est un mode de vie étudiant, un petit peu comme on pourrait avoir partout. C'est sûr que, on n'est pas là, comme tu dis, pour partir, prendre le Shinkansen, 2 fois par semaine pour aller Voilà. à l'autre bout du pays. Et de toute façon, quand on est dans une démarche d'étudier au Japon, la majorité de notre temps, on va le passer vraiment à étudier. Donc, Mmh. c'est le projet global qui s'inscrit, Mais voilà, mais dans cette démarche. il faut pas oublier que, c'est un projet qui demande énormément d'investissement, personnel avant de partir au Japon. Il faut se préparer à apprendre le japonais, il faut faire des démarches à ce niveau-là aussi pour le visa d'étudiant. Mais il faut aussi économiser un maximum d'argent. Alors on a Mmh. beaucoup de chance pour le moment parce que le yen, il est très élevé pour le moment. Pardon, l'euro est très élevé par rapport au yen. C'est ça, le taux de change est incroyable pour nous. Donc C'est assez c'est pour catastrophique pour les Japonais, mais nous, c'est le bon moment. Voilà, donc c'est pour ça qu'on se dit: «Ouais, mais 600 €, mais c'est pas possible». Oui, mais 600 €, en fait, il faut se dire un petit peu que 105 000 yens, c'est pas 600 € pour un Mmh. japonais. Donc sur, voilà, c'est un avantage qu'on a, nous, Européens. Mais c'est vrai que, voilà, une fois que vous serez au Japon et que vous gagnerez en yens, il y en a beaucoup qui comparent aussi les salaires, qui se disent: «Ouais, mais au Japon, les salaires, ils sont très bas». Oui, mais le coût de la vie est très bas aussi. C'est parce qu'en fait, Mmh. il faut pas comparer en euros, il faut comparer avec le coût de la vie, Oui. hem, à ce niveau-là. Et Mmh. aussi, une fois que vous êtes au Japon, vous pourrez travailler, en job à temps partiel, ce qui vous permettra de combler justement ces dépenses financières, ces coûts. Donc vous pourrez travailler jusqu'à 28 heures par semaine, et 67 des étudiants étrangers trouvent un job et aussi, travaillent au Japon. Donc vous avez quand même 2 chances sur 3. Forcément, les premiers mois, ça va être compliqué.
parce qu'il faut apprendre le japonais, il faut savoir trouver un job étudiant, et il faut s'ouvrir les portes aussi. Il faut se dire, voilà, moi, je prends n'importe quel type de job, travailler en combini, en supermarché, il faut vraiment s'ouvrir les portes un maximum. Et voilà, avec un salaire minimum moyen, bon, on va pas trop partir là-dessus parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps sur ce live, mais voilà, vous pouvez forcément trouver un job sur place qui vous permettra de combler vos dépenses mensuelles. Voilà. Donc voilà pour un petit peu conclure à ce niveau-là. Le japonais, c'est vraiment la clé de votre avenir professionnel au Japon, et c'est un projet conséquent sur lequel il faut pas se dire voilà, je vais juste partir comme ça. Il faut vraiment se préparer. C'est pour ça que nous, on est là pour vous assister. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à nous poser des questions bah, ici durant ce live, hein, parce que c'est pas terminé. Ne partez pas. Ouais, justement, j'ai vu qu'il y avait plein de questions, donc on va pouvoir les reprendre petit à petit. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser, hein, c'est le moment. Est-ce que toi, de Voilà. ton côté, Robin, tu avais un peu, on va dire, voilà, on est dans la conclusion, un mot de la fin, un conseil, un encouragement, quelque chose que toi, Moi, tu aurais aimé savoir ou, en fait, moi, la raison pour laquelle je travaille chez Japonais, c'est justement, en fait, chez Japonais, on est là pour aider les étudiants. Et moi, j'avais pas eu un accompagnement à ce niveau-là quand je suis Hmm. parti en tant qu'étudiant il y a 8 ans. Et c'était vraiment galère. Et j'étais dans une école qui me convenait pas du tout. Et Hmm. c'était vraiment quelque chose que je me disais, mais mince quand même, est-ce qu'on peut pas proposer ça et en plus, c'est gratuit. Donc voilà, moi, tout ce que je conseille, c'est de vous préparer un maximum personnellement, d'apprendre le japonais un petit peu tous les jours, participer au programme de Sophie qui sont exceptionnels. Moi, je suis ravi de pouvoir travailler avec Sophie parce que, non, mais franchement, c'est génial. J'aimerais bien oublier tout mon japonais et recommencer à zéro avec les cours. Malheureusement, c'est pas possible. Heureusement pour toi. Et heureusement, j'ai acquis déjà un certain niveau. Hmm. Donc voilà, préparez-vous un maximum. Hmm. Personnellement, développez votre japonais un maximum. Les cours de Sophie sont exceptionnels pour ça. Franchement, je recommande un maximum. Et Yes. n'hésitez pas à vous faire accompagner parce que partir au Japon, vous pouvez le faire tout seul, hein, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aller via d'autres structures, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi d'autres structures qui existent, Gogo Nihon, Dokodemo, qui aussi offrent un service similaire. Mais voilà, nous, on veut mettre vraiment au centre de notre projet l'étudiant, le projet de l'étudiant, donc on met vraiment beaucoup d'efforts là-dedans, on met beaucoup de temps, alors que d'autres structures qui sont Hmm. beaucoup plus grosses que la nôtre, ben vous devenez plutôt un numéro à un certain niveau. Donc il y a moins d'efforts qui est fourni à ce niveau-là, et nous, Hmm. vraiment, à ce niveau-là, on veut mettre un maximum de qualité au niveau de nos services et de notre assistance pour que vous soyez accompagné de la meilleure manière possible, et, Hmm. euh, et que ce soit fait en toute simplicité, parce que c'est pas compliqué quand on sait quoi faire, et nous on est là justement pour vous aider à ce niveau-là. Voilà. Et c'est aussi vraiment ce que j'ai aimé dans votre démarche, parce que moi, à titre personnel, j'ai fait 3 écoles de langue au Japon. Je suis passée par les plus grands noms que tu as cités, et sans reciter ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est pas le lieu. Moi, j'ai été un peu abandonnée en cours de route, c'est-à-dire qu'on m'avait promis un Mhm. logement, et puis au dernier moment, ah ben non, en fait, on n'a rien pour toi. Et du coup, j'ai dû me retrouver, enfin, je me suis retrouvée toute seule à galérer, à paniquer un mois avant. Enfin voilà, c'est pas une situation que je souhaite. Donc, c'est vrai qu'avoir un accompagnement où tu sais que tu as la personne comme ça en one-one, tu peux lui Mhm. parler. En plus de ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que pour les élèves qui sont chez nous, dans notre écosystème, Objectif Japon, Objectif GLPT4, et qui veulent passer par tes services, tu as la générosité de leur offrir une visio personnelle, justement, Mhm. one-one, pour développer leur projet avec eux, et un guide vraiment pour toutes les clés pour bien s'immerger, non, l'immersion au S'intégrer, Japon. ouais. Immersion, S'intégrer, ouais. c'est le mot que je cherchais. Merci. Pour bien s'intégrer au Japon. Donc ça, c'est chouette aussi. Moi, c'est des trucs que j'aurais adoré avoir quand je suis partie. Donc ça, c'est top. Voilà, pour tous les élèves, hein, Mhm. Objectif Japon, Objectif GLPT4, vous pouvez retrouver tout ça. C'est sur votre plateforme de cours. Dans la partie bonus, vous avez toutes les infos. Vous avez le mail de Robin aussi pour le contacter. Oui, voilà, parce que en vrai, en toute transparence, donc nous, au niveau de nos responsabilités, on est là pour vous aider à constituer un dossier pour le visa d'étudiant et le remettre à l'école, et ça se termine là pour nous. Mais nous, on ne veut pas laisser l'étudiant comme ça.
C'est pour ça que d'autres structures font ça et puis, tu es livré à toi-même et tu es dans une galère, dans un stress pas possible. Nous, on est Mmh. justement là pour, aider, à trouver un logement, même si on ne travaille pas, spécialement avec, des, agences immobilières ou autres. On est vraiment là pour vous aider à ce niveau-là, pour, obtenir un numéro de téléphone. Une fois sur place, on vous aide. «Oh, j'ai une Mmh. galère pour ci, j'ai une galère pour ça, j'ai des factures qui viennent chez moi, je ne sais pas ce que c'est». Bah, vous nous contactez, on vous aide, tu Ouais. vois? Et ça, Tout ça tout fait le une côté grosse vraiment différence. stressant, de l'après, où en général tu as pas de service après-vente, hein, avec, Ouais. moi toutes les agences par lesquelles je suis passée, bah, une fois que tu arrives au Japon, tu es livré à toi-même et c'est un peu là que le stress commence. Donc c'est vrai que Et c'est puis chouette d'être et puis accompagné comme tu là-dessus. l'as dit pour tes étudiants, un visio pour parler en personne, répondre à toutes les questions et on fait ça pourquoi? Parce qu'on veut aussi vous écouter, apprendre un maximum sur votre projet pour vous guider le mieux possible, plutôt que simplement vous envoyer quelques emails, vous dire: «Voilà, il faut, avoir ci, ci, ci et ça» et une fois que Mmh. tu as tout le dossier, on envoie ça à l'école et puis, voilà, tu te débrouilles. Non, on est vraiment Mmh. là pour vous aider un maximum, pour avoir, un contact humain et être, là, pour vous Mmh. accompagner. Ouais et ce qu'il faut aussi rappeler, parce qu'il y a peut-être des gens qui étaient pas là au début, c'est que donc vous, votre service, il est 100 gratuit, transparent pour les élèves. Vous êtes Mmh rémunérés mh. par les écoles de japonais directement. Donc il y a pas de marge, hein. Pour un élève, ça ne coûte pas plus cher de passer par vous, donc ce serait juste dommage de s'en priver et voilà, c'est aussi pour répondre à la question de Freddy, quand est-ce que vous vous rémunérez? C'est les écoles, hein, qui ont un budget en fait, pour ça. Donc vous êtes Voilà. rémunérés là-dessus. Donc voilà, C'est les ça. écoles, comme je l'ai dit, on aide énormément les étudiants, mais on aide énormément les écoles aussi. On traduit les documents, on prépare des dossiers, on explique des documents officiels de pays qui ne connaissent pas, des documents Mmh. non officiels de documents qui ne co de pays qui ne connaissent pas. Donc on fait tout ça, pour les écoles, donc il y a énormément de travail qui est fait à ce niveau-là et les écoles qui, elles, ont des subsides, du gouvernement japonais et à ce niveau-là, peuvent aussi nous rémunérer et ça se fait, nous, une fois que l'étudiant a intégré l'école, donc on travaille pendant 6 mois, 1 an sans rémunération et c'est un peu compliqué, mais on fait ça parce qu'on a vraiment la main sur le cœur pour aider nos étudiants, à partir au Japon. Voilà, parce que c'est vraiment quelque chose de très compliqué et on veut être là pour vous. Voilà. Eh ben, je vois qu'il y a des questions dans le chat, donc si tu veux, on les affiche, comme Oui, bien ça, tu sûr. peux y répondre au fur et à mesure. Il y a Mylène qui demande: «Est-ce que c'est possible de loger en famille d'accueil?» Alors oui, c'est tout à fait possible, de loger dans une famille d'accueil. Il y a d'ailleurs, plusieurs plateformes où, tu peux même choisir des familles d'accueil pour des, périodes déterminées et ensuite, switcher vers d'autres. Donc c'est tout à fait possible, oui, mais c'est un système qui est, je ne veux pas dire peu développé, mais peu courant au niveau de nos étudiants. Nous, nos étudiants, à 100 vont dans, des appartements ou les logements des écoles. Voilà, c'est vraiment la norme. OK. J'avais d'autres questions qui étaient intéressantes. Enfin, je vais toutes les passer, hein, je les reprends juste un petit peu dans l'ordre. Il y avait, tout à l'heure, quelqu'un qui dit: «Bah, moi, j'ai 75 ans, donc concrètement, qu'est-ce que je peux faire?» Alors là, bonne question, j'ai jamais eu le cas, il faudrait que je me renseigne. On Il peut faudrait que je me partir quand renseigne. même étudier en école. Ça, normalement, il y a pas d'âge limite. Je pense à but récréatif, ça peut être possible. Après, Ouais. à trouver une école qui correspondrait, je pense que ça devrait être possible. Mais, là, je peux pas répondre sans avoir de référence, donc il faudrait que je demande, un cas spécifique, à une Ouais école, ouais. et Ouais. justement, bah, du coup, un petit peu pareil, hein, mais il y a pas de limite d'âge, a priori, déjà, au moins pour passer par enfin, pour bénéficier de vos services. Oui, non, de toute façon, pour communiquer avec nous, c'est gratuit, on est disponible tout le Mmh. temps, même les jours fériés, les week-ends, en soirée, on travaille depuis le Japon, donc c'est parfois compliqué au niveau horaire, mais on peut s'adapter. Donc, il y a pas de souci à ce niveau-là. Ben, Ouais. regardez, aujourd'hui, je suis disponible. Mais, non, il y a pas d'âge et si vous Mmh. avez des questions, bah, n'hésitez pas, vous pouvez, nous contacter via notre site. On a beaucoup d'informations aussi sur notre site internet. Vous pouvez nous envoyer un email, à tout moment. On est disponible aussi sur Instagram, même si on n'est pas trop développé, mais si vous avez des questions, on peut vous répondre en direct aussi. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, justement, en parlant de ton site, donc là, bah, tu l'as mis, dans ton nom, donc Oui. edu-japanese.com.
Ça, on peut Oui. vous retrouver là-dessus. Ce dont on n'a pas parlé aussi, c'est le petit livret. On peut donner un petit coup d'œil au livret Mmh. qui sera offert donc aux élèves, hein, c'est ça? C'est les élèves qui viennent de chez nous Voilà, donc qui recevront nos ce livret. étudiants qui viennent, via toi, Sophie, on va leur donner un comment dire? Un guide de comment, partir s'installer au Japon, comment, fonctionne justement tout le visa étudiant, les écoles de japonais. Donc ici, c'est un petit preview qu'on a fait, un petit aperçu, de à quoi va ressembler, ce document. Voilà, c'est un petit avantage pour, tes étudiants, voilà. OK. Et on est gâtés, hein. À chaque fois, on fait tout pour les gâter, nos étudiants, on les aime. Donc Voilà, parce c'est que c'est assez compliqué, hein. C'est une démarche, mmh, comme je l'ai dit, il faut vraiment se préparer. Il y a énormément d'informations. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations à tous les niveaux. On n'a même pas ouais. parlé des logements, on n'a pas parlé, exactement de comment se passaient les cours. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à couvrir, mais voilà, En fait, c'est on déjà pourrait en parler pendant 10 heures, 12 heures d'affilée, ouais, clairement, c'est ouais. clair. C'est clair. Alors, je vais prendre quelques autres questions. Il y avait, Malou qui dit: «Est-ce qu'il y a un suivi sur les gens qui ont trouvé un emploi, derrière, une fois qu'ils sont passés par vous?» Est-ce que vous avez un peu des retours, des témoignages, Alors oui, parce que vu que, comme je t'ai dit, on a un suivi en visio, donc ce sont tous des étudiants qu'on connaît personnellement, on connaît le projet, on a dédié beaucoup d'heures de travail, pendant des semaines, des mois, pour eux et on les suit, même après ça. Après, on suit beaucoup les étudiants une fois qu'ils ont intégré l'école de japonais, mais je vous avoue qu'après, avec le nombre d'étudiants qui ont suivi le programme de japonais et qui ont ensuite trouvé un emploi, on ne peut pas suivre tout le monde. On est déjà beaucoup occupé avec les dossiers de préparation, et cetera. Mais pour vous donner un ordre d'idée, de manière générale, ils trouvent, des jobs, à temps plein, visa de travail, ils ont une bonne qualité de vie et ils prennent pas toujours le job qui les intéresse le plus au départ, mais après ça, ils peuvent, switcher vers un emploi qui les intéresse dans leur industrie, oui. mmh et justement, en moyenne, vous avez combien d'élèves, combien de dossiers par an ou par mois, Oh, c'est difficile à mesurer parce qu'en fait, on travaille déjà sur le système japonais, donc on commence en avril et on a beaucoup de demandes qui sont en cours là, donc on a des dossiers pour juillet, on a des dossiers pour octobre, mais qui sont pas encore complétés. Mmh. Heu, donc là, on est un peu moins de 100 pour le moment. Ça reste, C'est énorme. faisable pour le moment. C'est Mmh. c'est très bien, c'est très, très, très bien, mais voilà, au niveau horaire, il faut pouvoir, caler tout ça. Mmh. On a bon, c'est 100, mais c'est pas tout sur une période. Faut se dire que je travaille pas avec tout le monde pour le moment maintenant, donc ça se développe vraiment sur tout le long de l'année. Mmh. J'imagine que je vais avoir encore plus de travail maintenant parce que je vais avoir beaucoup de questions d'étudiants qui viennent de chez toi, Sophie. Mais, Mmh. Tu as aussi hem, des remerciements, tu vois? Il y a Pauline qui dit: «Merci pour toutes ces informations très utiles et pour votre engagement». écoutez, avec plaisir, on est là pour aider, hein, autant que possible. Ça fait plaisir. On va prendre encore quelques questions. Alors, je vois qu'il y a aussi, vraiment des cas, on va dire un peu plus particuliers, des cas personnels. Je Mmh. je vais prendre déjà les questions les plus générales pour que ça parle à tout le monde et si on a le temps, on prendra quelques cas particuliers. Freddy qui dit: «Sur votre site, il y a que des écoles à Tokyo». Mais vous travaillez avec des écoles de partout? Voilà, alors on travaille avec, des écoles, de partout. Sur le site, on a mis que les écoles de Tokyo. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a énormément de villes au Japon, plus que vous puissiez imaginer et on n'a pas fait des sections individuelles pour les autres villes, parce que c'est en général une, 2, parfois 3 écoles. Donc il y a vraiment énormément d'écoles de japonais au niveau de Tokyo et on a aussi énormément de demandes, heu pour, rejoindre des programmes afin de trouver un emploi au Japon et ça se trouve essentiellement à Tokyo. Parce que c'est vraiment là Mmh. que vous allez créer un réseau, professionnel pour trouver un emploi. Les foires, à l'emploi se trouvent toutes, quasiment à Tokyo, même s'il y en a dans d'autres villes du Japon. Donc voilà, c'est vraiment essentiellement à Tokyo que nous, on se concentre, mais on a des étudiants, à Fukuoka, on a des étudiants, qui veulent aller à Okinawa, on a une école à Okinawa, on a Osaka, bien sûr, on a Kyoto, on a Hiroshima, on a Nagoya, on a des écoles un peu partout, dans le Japon, mais plus de 90 de nos étudiants vont à Tokyo parce qu'ils savent que même si le coût de la vie est un peu
moins cher en dehors de Tokyo, vous pouvez vivre comment dire, en périphérie de Tokyo et étudier au centre de Tokyo avec tous les avantages que Mmh. ça vous apporte, avec des coûts aussi un peu réduits. Mmh. Liesi qui demande, est-ce que vous faites que de l'accompagnement pour les visas étudiants? Si au final le projet ne convient pas vraiment pour un visa étudiant, mais plutôt sur un PVT, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez les aider? Est-ce que vous les renvoyez, on va dire, chez quelqu'un d'autre? Alors nous, on est vraiment spécialisés au niveau des visas étudiants et au niveau du fonctionnement des écoles de japonais et de l'immigration à ce niveau-là. Au niveau du PVT, c'est une demande que vous devez faire vous-même, sans l'assistance, que ce soit d'une école ou de Japanize, etc. Donc, on peut vous guider, vous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais c'est vraiment pas du tout notre domaine d'expertise. Donc, si vous avez des questions, on peut y répondre. En général, on essaye de vous conseiller forcément vers le visa étudiant, parce que le visa étudiant va vous permettre de trouver un emploi au Japon. Alors que le PVT va vous permettre d'aller au Japon, va vous permettre de travailler, mais vous ne pouvez pas switcher vers un visa de travail. Donc il va falloir refaire cette démarche de visa de travail dans laquelle les employeurs ne veulent pas se lancer. Donc il faudra repartir via un visa d'étudiant. Donc nous, euh, nos étudiants qui veulent partir en PVT, on les redirige automatiquement via le visa d'étudiant parce que le PVT, c'est disponible beaucoup plus rapidement, les démarches sont beaucoup plus simples, il faut moins de financement au départ, mais donc vous pensez gagner du temps au départ, mais vous perdez du temps au long terme parce que vous allez Mmh. devoir faire marche arrière et recommencer à zéro, entre guillemets. Et on a d'ailleurs euh, des, des, des gens qui veulent partir en PVT, mais qui nous disent, bah, moi je veux partir en PVT, mais je veux profiter un maximum, donc je viens d'abord en visa d'étudiant pour apprendre le japonais, comme ça, durant mon PVT, ben, quand je voyage, je peux communiquer, je pourrais trouver un job, etc. Donc la démarche inverse est d'ailleurs courante également. Mmh. Si on n'a pas de bac+3, est-ce qu'on peut quand même travailler en baito? Ah oui, bien sûr. Travailler en baito, c'est vraiment le job de base, en cuisine, en plonge, en combini. Travailler dans les combini, donc les convenience stores, donc c'est tous les petits magasins ouverts 24 heures sur 24, les supermarchés, il y a des usines, il y a des petits emplois. Donc il n'y a pas besoin de compétences à ce niveau-là. À partir du moment où vous Mmh. pouvez communiquer de manière basique, en japonais, vous pouvez, oui, bien sûr. Pas besoin d'avoir un bac+3, même le bac, pas besoin à ce niveau-là. OK. Christelle, qui est une élève justement chez nous, qui là part en école de langue pendant 2 ans à Nara, et ensuite qui aimerait devenir guide touristique spirituel. Donc elle est hypnothérapeute de base en France. Est-ce Mmh. que tu as des connaissances sur le type de visa? En gros, je pense que c'est visa entrepreneur, c'est créer sa propre entreprise ou Ouais, alors à ce moment-là, il faut, oui, comme tu l'as dit, c'est un visa d'entrepreneur, donc c'est pas du tout un visa de travail. Mmh. Mais à ce moment-là, le Japon a clairement durci ses conditions. Je pense qu'il faut amener, je sais plus te dire des chiffres, mais c'était en plusieurs centaines de milliers d'euros maintenant. Pourquoi? Ouais, Parce je qu'en fait, crois il que y a c'est 300 000 €, il me ouais. semble, qu'ils ont rehaussé ça à 300 000 € pour les entreprises étrangères. Parce qu'en fait, il y avait énormément d'entreprises, étrangères qui faisaient des micro-entreprises, pour, Mmh. bénéficier du système et c'était pas trop légal et du coup, ils ont vraiment durci ça et à la Mmh. base, on était sur quelque chose comme, 5 000 000 d'yens, il me semble. Donc ça faisait, environ 30 000, un peu plus de 30 000 € et maintenant c'est passé C'est ça directement à 300 000. et je crois que c'est x10, ouais. Ouais, Ouais, tout à fait. C'est la politique, qui a évolué. voilà, C'est ça. c'est malheureusement, c'est Ça, bah, compliqué. tout évolue, c'est comme ça, on n'a pas la main sur tout et on n'a peut-être pas été assez clair sur effectivement qu'est-ce que ça veut dire baito, la différence entre un baito et on va dire un vrai travail, un emploi? Donc baito, en fait, ça vient du japonais arubaito et c'est simplement les jobs à temps partiel. Donc c'est pas un contrat de job à temps plein, c'est un job que tu fais à temps partiel. Donc en gros, tu remets à ton employeur tes disponibilités. Par exemple, je suis disponible du mardi au samedi soir, de telle heure à telle heure tous les jours. Et lui, il va te caler un horaire et dire voilà, tu peux travailler tel jour, tel jour. Donc c'est en général un job qui n'est pas qualifié, c'est pas un travail qualifié, donc tu n'as pas besoin de parler plusieurs langues, tant que tu parles japonais, c'est bon.
pas besoin d'avoir des compétences particulières en termes de diplôme. Donc voilà, c'est vraiment ça, un baito. Mmh. Si on a un bon niveau de japonais, est-ce qu'on peut trouver un travail directement sans passer par la case école? Ah, vous pouvez, oui. C'est pas du tout mission impossible, c'est possible, mais c'est très, très compliqué. Pourquoi? Parce que, il y a beaucoup de gens, déjà qui sont sur place, qui cherchent un emploi, qui ont déjà un visa d'étudiant, donc ils ont cet avantage, comme je l'ai dit, pas seulement au niveau, linguistique d'avoir un bon niveau de japonais, ils ont aussi cet avantage d'être déjà sur place avec déjà un visa qui est facilement transférable. Alors que si vous avez pas, heu, si vous passez pas via l'école, bah, vous n'avez pas un visa d'étudiant, du coup Mmh. vous n'êtes pas en position d'avantage à ce niveau-là. Mais Ouais, c'est c'est ce qu'on possible, ouais. disait vraiment au tout début où en fait, c'est beaucoup plus facile quand tu es déjà sur place et que tu as déjà ton visa étudiant, juste de transformer ton visa étudiant en travail, plutôt que de faire toutes les démarches depuis la France où là, si l'entreprise Mmh. japonaise, elle a le choix, elle va se dire: «Bah, en fait, lui, il est déjà sur place, lui, il est à l'autre bout du monde», Mmh. c'est plus difficile, ouais. Mais si par exemple, l'entreprise est prête à faire les démarches, pour un visa de travail et que tu parles pas du tout japonais par exemple, c'est tout à fait possible. Mais, Mmh. par expérience, les entreprises ne rentrent pas dans ce type de démarche, quoi. Ils Ouais, préfèrent quelqu'un qui parle japonais. OK. Là, on a une personne qui a 30 ans, qui n'a pas le bac, mais qui a de grosses compétences en logistique et qui va valider son N5 cette année. Est-ce que cette situation-là, tu penses que, passer par un visa étudiant puis visa de travail, est-ce que ça te paraît plausible? Alors, oui, forcément, comme je l'ai dit, il faut apporter une plus-value à l'employeur. Donc si vous venez avec un bagage de compétences et un bagage linguistique, forcément vous amenez une plus-value à l'entreprise. À Ouais. partir de là, si vous êtes capable de démontrer que vous avez justement cette plus-value, oui, Mmh. c'est possible. C'est ça, c'est vraiment je pense que c'est le truc à retenir, c'est se dire: «Qu'est-ce que je peux apporter à cette entreprise? Qu'est-ce que je Mmh, peux apporter au Japon qui fait qu'on va me choisir moi, parmi toute la masse de postulants?» Et exactement. même si j'ai C'est un logique au japonais en final. face de moi, comment moi je suis meilleure que lui? Ouais, C'est ça. exactement. OK. OK, Et bah, en je pense et en qu'on va encore pardon, oui, vas-y. oui, il faut se dire qu'en fait, pour le moment, il y a énormément, énormément d'étrangers qui cherchent un emploi au Japon. Donc en fait, il y a beaucoup d'emplois qui sont saturés Mmh. et il y a aussi, de plus en plus, besoin de pouvoir parler japonais. Car si vous parlez pas japonais, bah, forcément, si on va dire, allez, il y a 10 ans, s'il y avait 100 000 demandeurs d'emploi qui parlaient japonais, maintenant il y a peut-être x10 en tant que demandeur d'emploi. Mmh. Donc voilà, si vous parlez pas japonais, c'est Faut se vraiment démarquer, compliqué, ouais. quoi. Faut se Ouais. démarquer et avoir le plus possible d'atouts de notre côté. Mmh. Le Japon est devenu victime de son succès et malheureusement, Ouais, si tu parles pas japonais maintenant, c'est compliqué. c'est clair, merci. Hem, alors je regarde un petit peu, ouais, il y a peut-être des carrières un peu particulières, là, je sais pas si, c'est peut-être très particulier. Tu vois, dans le domaine, heu, comédienne, par exemple. Je suis comédienne, j'imagine que c'est pas un parcours professionnel classique. Est-ce que là, tu as peut-être des organismes à conseiller ou pas? Alors pour trouver un job, dans une industrie, assez niche parce que, en tant que comédien, comédienne, c'est pas un job, de tout le monde, de la vie de tous les jours, c'est quand même un Mmh. job assez particulier. C'est vraiment très compliqué. Il faut vraiment avoir, créé un réseau sur place. C'est vraiment là la clé, en fait. Il y a pas vraiment d'organisme qui va t'aider, mais on a ça aussi. J'ai des étudiants qui sont danseurs professionnels, ce genre de choses. C'est compliqué, c'est pas impossible, mais c'est compliqué parce qu'en fait, il faut vraiment s'adapter. La culture est pas la même ici. L'emploi pour ce type de job est vraiment pas le même non plus. Donc il faut Mmh. vraiment se renseigner à ce niveau-là, se créer un réseau et voilà là aussi l'intérêt d'être sur place, de pouvoir participer à des événements qui sont en accord avec, justement ton industrie, ton secteur et de pouvoir à ce niveau-là, créer ton propre réseau et te donner un maximum d'opportunités à ce niveau-là. Mmh. Dans la lignée multilingue, donc anglais, coréen, japonais, français, et cetera, est-ce que ça va se limiter au secteur commercial ou bien est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont porteurs? Tout à l'heure, tu parlais de l'informatique notamment? Oui, l'informatique, c'est un domaine dans lequel il est quand même assez «facile» entre guillemets, de trouver un emploi.
mais pas que. Il faut quand même pouvoir parler japonais, même si on dit ouais, japonais. En fait, tu as beaucoup de jobs et d'offres d'emploi qui vont dire japonais pas requis, sauf que les employeurs ont des gens qui parlent japonais qui font les demandes d'emploi, des candidats qui parlent japonais. Du coup, ben, tu perds forcément un avantage face à ces gens-là. Mais sinon, oui, pour tout ce qui est informatique et tout ce qui est ingénierie, que ce soit ingénierie informatique ou dans d'autres domaines, ça t'ouvre énormément de portes au Japon, oui. Sinon, tu n'es pas limité simplement au commerce. Il y a de la traduction aussi, il y a plein de choses. Ouais, c'est ça. Et puis ne serait-ce que pouvoir communiquer, comme on le disait, avec les collègues. Et même dans la sphère personnelle, moi, ça me paraît impensable d'aller habiter au Japon sans parler japonais. Au moins les bases, pouvoir commander au restaurant, lire ce que tu achètes comme ingrédient, communiquer avec ta voisine. On a Ouais. une élève qui est partie s'installer au Japon et qui me dit, en fait, là, il faut absolument que j'apprenne le japonais parce que ma voisine, elle est très sympa, mais je sais pas ce qu'elle me dit. Ouais. Oui, C'est parce ça. qu'en fait, même quand on visite le Japon, on a cette fausse illusion qu'il y a beaucoup d'endroits, ils parlent anglais, alors que pas du tout. En fait, ils parlent anglais vraiment aux points touristiques, et principalement à Tokyo, Kyoto et Osaka, etc. Mais aller dans une ville, à un autre endroit, et aller en dehors des points touristiques, Mm. c'est bien souvent même pas renseigné en japonais du tout. Il y a parfois même Mm. pas de plaque en En anglais, pardon. anglais, ouais. Mm. Ouais. Donc, ouais, il faut vraiment apprendre le japonais. C'est vraiment important. Mm. D'ailleurs, une petite parenthèse, mais je regardais une interview de Carlos Ghosn récemment, qui a fait une interview et qui dit, on lui a posé la question, quelle était vraiment ta difficulté principale au Japon? Donc, bon, on connaît son passé, on sait, Mm. on connaît ses compétences. C'est quelqu'un de très intelligent qui savait faire beaucoup de choses, et qui a dit que le point noir dans sa carrière, c'était de ne pas avoir bien parlé japonais. C'était vraiment Mm. le fait de ne pas savoir parler japonais, c'était vraiment la grosse difficulté qu'il avait. Après, il a vécu 18 ans au Japon, donc par la suite, il a pu apprendre le japonais. Mais c'est vraiment quelque chose, même à ce niveau-là, le japonais était vraiment primordial, quoi. C'est Mm. vraiment, si tu ne parles pas japonais, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense qu'on va encore prendre quelques questions, puis après on va s'arrêter parce que ça fait déjà une très très belle masterclass. De toute Ouais, façon, vous c'est pourrez génial. retrouver Robin hein, sur son site. On va vous remettre aussi peut-être ton mail. Si tu peux remettre peut-être ton mail, attends, je l'ai là. Dans le chat. Et de toute façon, encore une fois, je vous le redis, pour les élèves d'Objectif Japon, Objectif GLPT 4, vous avez dans votre plateforme de cours, vous avez la page bonus avec justement nos partenaires, nos partenariats. Donc, vous retrouverez toutes les infos sur tout ce que Japanese peut vous apporter. Je vais vous mettre, Ouais. je ne sais pas si ça passe dans le chat. J'ai l'impression que Ouais, le chat ton me... email est là. Ouais. Ah, c'est bon, ouais. Ah non, c'est bon, il est passé. Excusez-moi. C'est tout bon. Donc, c'est info@edu, ce qui est marqué sous la tête de Robin, edu-japanese.com. Et d'ailleurs, si vous perdez cet email, vous pouvez aller tout simplement sur notre site dans la section contact et nous contacter à ce niveau-là aussi. Exactement. Alors, je vais prendre encore peut-être 2-3 questions et ensuite on va s'arrêter là. C'est vrai qu'un secteur dont on entend souvent beaucoup parler en tant que Français particulièrement, c'est la pâtisserie-boulangerie. Est-ce que là-dedans, il y a des débouchés, nous en tant que Français qui apportons notre savoir-faire? Alors oui, il y a des débouchés, mais il y a quelque chose il faut prendre en compte, c'est que c'est très populaire aussi. Il y en a Mmh. énormément de Français qui sont en PVT ou qui sont en recherche de visa de travail, qui vont justement aller par facilité dans cette industrie, parce qu'en général, il y a déjà du staff qui parle français, et on est très valorisé en tant que Français pour ce type d'emploi, mais c'est très saturé en termes de candidature, en fait. Il y a Mmh. énormément de gens qui postulent, donc c'est compliqué. Il y avait une question sur un couple, donc 2 personnes, hein, donc Andrea et son conjoint qui aimeraient tous les 2 partir en visa étudiant dans quelques années. Est-ce qu'en déposant leur demande en même temps pour les mêmes écoles, si l'un des 2 est validé, est-ce que l'autre va l'être obligatoirement? Ou bien est-ce qu'il peut y avoir un refus sur l'un ou l'autre? Alors,
Ce sont des demandes qui sont on a plusieurs fois le cas, ce sont des demandes qui sont faites individuellement. Que vous soyez, même mariés, ce sont des demandes qui sont individuelles parce que ce sont des visas qui sont octroyés individuellement. Après, au niveau des refus, l'école ne va pas prendre le risque de rentrer un dossier qui va être refusé. Donc c'est pour ça que nous, Japanice et l'école, on travaille ensemble pour, s'assurer que votre dossier soit accepté. Et donc on a justement toute cette expertise-là pour connaître, votre situation personnelle, et faire correspondre tous vos documents avec les prérequis de l'immigration. Donc nous, on peut vous garantir que votre dossier sera validé à 100 S'il ne peut pas être validé à 100 ben, on vous dira: «Écoute, ton dossier ne peut pas être validé». Du coup, l'école ne voudra pas faire la démarche. Donc malheureusement, il faut remplir cette condition-là. Tant qu'elle n'est pas remplie, aucune école ne voudra faire la démarche. Voilà. C'est ça, en fait, on le saura dès le départ. Donc il Voilà. n'y aura pas de stress de « Ah, moi j'ai été pris et pas toi !» C'est pas possible. Ouais, non. C'est tous les 2 ou rien. Ce sera comme ça. Après, comme on a parlé des conditions, c'est assez basique. Donc moi, je peux vous expliquer en fonction de votre situation ce qu'il vous faut. Et si c'est pas maintenant, c'est dans 6 mois ou c'est dans 1 an. Donc il ne faut pas perdre espoir. Mais on peut très bien correspondre à tout type de demande de visa, il n'y a pas de problème. Oui, et puis moi, c'est exactement ce que j'ai fait, hein. Quand je suis partie avec mon mari, on a été pris tous les 2, il n'y a pas eu de souci. Voilà. Concernant les écoles avec lesquelles vous travaillez, est-ce que vous avez des écoles avec des rythmes différents? Donc des rythmes plus soutenus et d'autres écoles avec des rythmes plus calmes? Oui, alors, voilà, donc on a des écoles qui ont des rythmes plus soutenus, qui sont vraiment là pour t'apprendre un maximum, pour vraiment, donner un maximum de moyens pour trouver un job ou pour, intégrer une université au Japon en fonction de ton programme. Mais il y a aussi des écoles qui sont beaucoup plus loisirs, où c'est beaucoup plus, détente et tu as un visa étudiant pour vivre au Japon et apprendre le japonais, mais c'est beaucoup plus, ludique et beaucoup plus, calme à ce niveau-là, oui. OK. Et puis, ben, pendant qu'on était sur le sujet des couples, on est d'accord, hein, que les 12 000 € à prévoir, c'est 12 000 € par personne? Tu Oui, peux pas avoir 12 000 coupés en 2, hein, c'est exactement, ouais. Il faut 12 000 € par personne, oui. c'est ça. Donc pour le cas d'un couple, il faut bien 24 000 €. Oui. Ça. Et la petite astuce, hein, c'est que, ben, moi, à l'époque où je suis partie en école de langue, moi, c'était mon mari qui était mon garant et lui, c'était son propre garant. Parce qu'à l'époque, il gagnait beaucoup plus que moi. Donc Mmh. c'est lui qui nous a, soutenus tous les 2 financièrement et donc ça passe. C'est tout à fait possible aussi. Il y a Ouais. énormément de combinaisons possibles, en fait. Tu peux très bien avoir beaucoup d'économies et pas avoir de job et être ton propre garant et vice versa. Enfin, tu as vraiment beaucoup de possibilités différentes, bah, comme toi, tu l'as vécu, que ton mari était ton garant et qu'il était son propre garant en même temps. C'est possible, oui. C'est ça. Et justement, bah, pour, terminer peut-être sur l'histoire des garants, donc, un minimum de 12 000 – 13 000 € sur le compte d'un garant, est-ce que c'est, vrai, indispensable? Donc oui, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Mmh. que tu sois ton propre garant ou que tu aies un garant externe, il faut absolument cette somme, qui correspond du coup à 2 millions de yens. C'est Voilà. ça? Certaines écoles, c'est un peu plus, c'est 2,5 millions. Ça dépend un peu du programme, des frais de scolarité, de la ville dans laquelle vous habitez. Donc, c'est pour ça que c'est pas comment dire? Une règle, générale, quoi. Ça change un petit peu au cas par cas. Ouais. OK. Eh ben, écoutez, je vois qu'il y a encore plein de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de continuer vos questions, ben, directement auprès de Robin, hein, si jamais, voilà, il y a des situations particulières, je vois un petit peu dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Je vous invite aussi à revoir le replay, parce qu'on a déjà répondu à certaines des questions qui sont revenues. Donc, le replay est disponible sur Twitch pendant 15 jours et sur YouTube. Ensuite, ben, ce sera transformé en vidéo YouTube. Donc, vous aurez tout le loisir de revoir ça tranquillement, de reprendre des notes, voilà, d'aller d'aller revoir la présentation de Robin. Merci encore Robin, franchement pour ton énergie, pour, tes connaissances, pour ton partage, ta générosité. Bah, Merci merci à toi beaucoup. pour cette opportunité. Merci à ta communauté qui est extraordinaire et moi je suis ravi de pouvoir, présenter aujourd'hui, le visa étudiant et de pouvoir aider un maximum de personnes dans ta communauté. Merci beaucoup. Il y a Mina qui dit: «Waouh, faire un live à 5 h du mat chez toi, c'est du dévouement, bravo». Bah, Et il y a écoutez, Freddy qui dit
Voilà, entre Sophie et Robin, là, il n'y a plus d'excuses pour ne pas partir. On a tout ce qu'il faut. Voilà, il y a le Vous package avez- complet là. Il y a l'amont et Exactement. l'aval, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. C'est ça. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre projet d'études et de travail, éventuellement au Japon, si c'est la finalité de ce que vous recherchez. Donc, dernier rappel pour les élèves Objectif Japon, Objectif JLPT 4 dans votre plateforme de cours. Vous avez toutes les informations de Robin, vous avez ses contacts. Vous avez également les bonus qui vous sont offerts, à savoir la visio en one-one avec Robin ou son équipe pour parler en détail de votre projet. Le livret pour, je vais pas retrouver le mot, s'intégrer, voilà. C'est pas l'immersion, c'est l'intégration au Japon. Mais c'est un peu Je trouve. pareil. On se plonge dedans. Et puis, pour les personnes qui ont pour projet d'apprendre le japonais, vous avez bien compris que le but, c'est vraiment de se préparer avant d'arriver au Japon pour avoir des bases solides. Le N5, c'est vraiment le minimum demandé. Donc, ça, c'est là où on vous emmène déjà dans un premier temps avec Objectif Japon. Donc, toutes les informations sont sur mon site coursdejaponais.com. Vous avez tout ce qu'il faut normalement dans la barre de description. On sera ravis, Robin et moi, de vous accompagner dans vos projets. On est très, très fiers de pouvoir justement vous proposer tout cet écosystème de services. Et merci encore, Robin. Franchement, c'était pépite ce que tu nous as délivré. Arigatou gozaimasu. Oui, arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Otsukare-sama desu. Merci tout le monde. Merci d'avoir suivi ce live. Et on a très, très hâte d'avoir de vos nouvelles, je l'espère, au Japon. Dernière chose, oui, ce que je vous ai pas partagé pour les personnes qui sont là en direct, on a un petit formulaire justement à vous faire remplir si jamais vous avez envie qu'on vous recontacte. On n'a pas pu répondre à absolument tout le monde, j'en suis désolée, sinon on pouvait vraiment encore passer 3 heures dessus. Si jamais vous voulez qu'on prenne de vos nouvelles, qu'on vous recontacte, ou tout simplement pour nous partager votre ressenti sur ce qu'on a vécu ensemble ce soir. On vous a fait un Google Doc. Je ne sais pas si le lien est cliquable ou pas, si vous pouvez faire un copier-coller ou pas. Sinon, je le mettrai pour les élèves de nos formations, je le mettrai sur le Discord. C'est tout simplement un formulaire pour voir comment on peut vous aider dans votre projet de partir au Japon. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Otsukare-sama desu. Merci à vous. Bonne soirée. Et je vous dis à très très bientôt. Mata ne.